Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors hier, nous avons évoqué la fin de vie et je sais que vous avez été nombreux à avoir eu envie de témoigner. Et nous reviendrons sur ce sujet avec Sandy Boulanger très bientôt. Justement, aujourd'hui, on va évoquer les épreuves qui nous arrivent, des épreuves parfois difficiles, douloureuses et souvent à des moments particuliers de notre existence. Et c'est en compagnie de Michel Odoul qui a écrit aussi un livre qui s'appelle « Pourquoi ça m'arrive maintenant ?» que nous allons essayer de comprendre. Alors c'est vrai que la perte d'un être cher, un grave accident sont des moments de bascule et c'est parfois intéressant de comprendre pourquoi ça nous arrive maintenant pour justement peut-être arriver à mieux en faire quelque chose de ce moment difficile. Alors bien sûr on connaît tous cette fameuse crise de la quarantaine, mais la vie est faite d'autres cycles également et mieux vaut s'adapter à ce que la vie nous propose pour mieux grandir. Vous avez envie de comprendre pourquoi ça vous est arrivé à tel moment de votre vie, vous avez envie de témoigner, de poser des questions, eh bien vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Michel Odoul, bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de l'Institut français de Shiatsu et puis vous avez écrit évidemment de nombreux ouvrages. On parle souvent quand vous venez de « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Et aujourd'hui plus particulièrement, j'ai envie qu'on essaye de parler un petit peu d'autre chose, de ces cycles de vie, hein, c'est tous les 12 ans qui se passe quelque chose. Oui, enfin, il y a différents types de cycliques, mais ces cycliques, elles s'inscrivent aussi dans le même courant, la même idée, la même recherche que « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », parce qu'on est là sur une question centrale et cruciale aujourd'hui en plus dans nos sociétés, c'est la question du sens. C'est-à-dire comprendre... Dans ce qu'il m'arrive, est-ce un hasard ou une fatalité, ou bien est-ce que ça rentre en résonance avec ce qu'est ma vie, avec la manière avec laquelle je conçois ma vie, avec la phase de cette vie dans laquelle je suis, etc., etc. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'évoquiez là en introduction, eh bien la vie, c'est pas quelque chose de directement et simplement linéaire. Il y a des stades, il y a des strates, il y a des périodes, il y a des époques, il y a des moments clés. Il y a des cycliques. Et ces cycliques ne sont pas simplement que des éléments abstraits de réflexion ou de psycho-émotionnel. Ce sont aussi des éléments qui sont des éléments biologiques. C'est-à-dire que nous avons des cycles de renouvellement cellulaire dans nos corps qui sont des cycles différents selon le type de cellule qui est concerné, pouvant aller de quelques heures à quelques jours, à quelques mois, à quelques années et à quelques décennies suivant les différentes cellules qu'il peut y avoir du corps. Et ce qui est assez troublant, c'est que quand on regarde ces cycliques de renouvellement cellulaire, on trouve des résonances avec des grandes cycliques mythologiques que l'on connaît à travers des représentations symboliques que sont ces personnages mythiques, c'est bien le cas de le dire, puisque c'est de la mythologie, comme Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, et dans la cyclique des 12 que vous évoquiez, un personnage qui n'est plus un dieu, enfin qu'il est devenu, mais qui n'était pas un dieu au moment de ses épreuves, et qui est plus proche de nous, donc dans lequel nous allons pouvoir trouver éventuellement peut-être des éclairages, qui s'appelait l'Hercule, et qui effectivement a dû résoudre un certain nombre d'épreuves qui étaient des phases de croissance. 12 travaux d'Hercule. Voilà. Alors je parlais dans l'introduction de la crise de la quarantaine, qui est une crise que beaucoup de gens connaissent, et je la trouve intéressante pour commencer, pour bien expliquer aux gens. On sait sur le plan astrologique que c'est plutôt 42 ans, la moitié d'Uranus, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est cette crise, je trouve, c'est que c'est un moment clé dans sa vie, car c'est un peu le sommet, si je puis dire, de son existence. On peut encore changer des choses, mais c'est le moment où jamais de changer et on voit des personnes qui vont changer de profession, qui vont parfois même changer d'orientation sexuelle, etc. Et c'est un âge où il est encore possible de, entre guillemets, refaire sa vie. Si on n'a pas, enfin, si à cet âge-là, on fait un bilan et qu'on n'est pas satisfait dans sa vie, je trouve que c'est le moment ou jamais de vraiment prendre des bonnes initiatives, parce que c'est plus à 60, 70 ans qu'on pourra complètement recommencer quelque chose de nouveau. Enfin, c'est un peu symbolique ce que je dis, bien sûr, mais c'est quand même une réalité. Oui, mais en même temps, je pense qu'à tout moment, on peut changer. Bien sûr. Le problème, c'est que plus c'est tard, plus ça coûte cher, entre guillemets. C'est-à-dire que plus l'acceptation et les conséquences de changement peuvent être importantes. Or, dans le cycle que vous évoquez, qui est 42 ans, on est là dans une cyclique qui est la cyclique symbolisée par
personnage archétypique de Uranus, et qui est un personnage dont la cyclique, ce qu'on appelle la révolution planétaire de cette planète, c'est 84 ans. Et 84 que vous divisez par 4, ça donne 21. Or, cela nous permet de définir, en fait, comme dans la Lune, vous savez, il y a nouvelle Lune, pleine Lune, etc. Et donc, on trouve des cadrans de 4, et que dans cette cyclique majeure, qui est la cyclique du plan de vie, 84 ans, c'est le temps de la durée d'une vie. D'ailleurs, par le plus grand des hasards, c'est le temps de renouvellement des cellules cérébrales et des cellules cardiaques. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est la portance même de ce qu'est mon projet de vie. Eh bien, il y a des cadrans. Il y a ce qu'on appelle des défis uraniens. C'est-à-dire que comme quand on est à l'école, on rentre dans les classes, puis on passe le brevet. Puis après le brevet, on passe le bac. Puis après le bac, on passe, etc. C'est-à-dire qu'il y a des phases de validation qui permettent de comprendre si je suis sur mon chemin de vie ou pas. 21 ans, 42 ans, 63 ans, 84 ans. Lorsqu'on est confronté au fait qu'on a eu du mal à, quelles qu'en soient les raisons, dépasser un de ces défis uraniens, ça fait mal. Ça tape très fort. Et 21 ans, c'est le moment des grands accidents. Ce sont les accidents graves lorsqu'on est dans une rupture véritable par rapport à son projet de vie. Bien sûr. 42 ans, c'est autre chose. 42 ans, on ne va plus être dans ce qui va être cette brutalité du choc venant de l'extérieur, le fait accidentel, etc. On va être dans quelque chose qui va être plutôt en lien avec les bouleversements de mes repères de base de vie. Soit dans l'externe, rupture de couple, changement de travail, changement de pays, je quitte tout, j'abandonne tout, etc., etc. Ou dans l'interne, et c'est là où on va trouver les premières manifestations de type brutal, infarctus, AVC, rupture profonde au niveau osseux, etc., etc. Et puis 63 ans, ça c'est le troisième défi uranien qui lui va se traduire là aussi par des éléments qui sur l'externe vont être des éléments qui sont souvent des éléments qu'on a vu émerger, qu'à certaines époques on voyait avec l'apparition de l'âge de la retraite. Le fait que comme on ne va plus exister socialement, on ne va plus exister du tout. Et c'est là où il y a aussi à nouveau les grands infarctus, les AVC, etc. Et c'est aussi là où commencent à apparaître les maladies neurologiques, c'est-à-dire les Alzheimer, Parkinson, etc. Même s'il y a des personnes qui les ont beaucoup plus jeunes que ça. Et donc on voit qu'à chaque fois, on est dans une espèce de moment où il y a un bilan provisoire qui se fait. Et ce bilan provisoire, il vérifie si, bon an, mal an, nous sommes dans notre projet, dans notre chemin de vie. Et si nous sommes à côté, si nous passons à côté de nous-mêmes, quelles qu'en soient les raisons, à partir de ce moment-là, il se peut que quelque chose nous arrête assez brutalement et nous oblige à cette réflexion. Alors justement, si vous êtes en train de nous écouter, que vous êtes en voiture et que vous êtes en train de calculer quel âge vous avez avec votre smartphone, arrêtez-vous, calculez et redémarrez, parce qu'on serait très 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 embêté qu'il y ait un accident à cause de nous, et même si ce serait évidemment à cause de vous, puisque ça voudrait dire que vous n'êtes peut-être pas sur votre chemin de vie. Bon, bref, je crois que cet exemple, il était très très parlant et que tout le monde a compris, et on va voir ce qu'ils ont envie de nous raconter sur Sud Radio 0826. Oui, d'autant plus qu'il y a d'autres cycles. 300. Bien sûr qu'il y a d'autres cycles. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et nous évoquons évidemment les cycles évidemment, si vous connaissez un petit peu l'astrologie, Uranus, ça vous a parlé. Il y a d'autres cycles comme Saturne. Oui, il y a des grands cycles, Saturne, mais Saturne c'est un cycle de 28 ans, c'est une révolution entre guillemets sur le plan, pas l'astronomie pure, mais sur le plan on est, je le répète bien là, dans ce que sont les symboles mythologiques, c'est-à-dire qui représentent donc des archétypes et des illustrations archétypiques de la construction de l'individu. Et l'image de Saturne, c'est une image dont la cyclique est de 28 ans. Et c'est pour ça qu'à travers Saturne, on retrouve les cycles qui sont les cycles de 7. C'est ça. 7, 14, 21, 28. Ce qui est intéressant, c'est que 3 fois 28, ça fait 84. Et on va voir qu'on va petit à petit arriver, parce qu'on va arriver à la cyclique aussi de Jupiter, qui est de 12 ans, là aussi cyclique symbolique. Eh ben c'est bien, mais 7 fois 12, ça fait 84. C'est-à-dire qu'on va voir qu'à l'intérieur même d'une cyclique globale de vie qui est de 84 ans, il y a des cycles internes
qui peuvent être plus ou moins directement en lien avec ce que sont les vécus. Et Saturne, la représentation de Saturne, ce que Saturne porte comme image archétypique, c'est l'image du père. Et c'est l'image du père dominant, l'image du père destructeur. Saturne, c'était le dieu qui dévorait ses propres enfants. Alors il y a toute une histoire de la mythologie, de comment Gaïa a réussi à lui faire vomir ses enfants, et etc., etc. Mais il s'était engagé à ça, parce que normalement ce n'est pas lui qui devait être le dieu en chef, si j'ose dire, qui devait diriger l'Olympe, mais c'est son frère Atlas. Et il avait demandé, parce qu'il voulait absolument avoir ce poste-là, donc on voit combien la toute-puissance conduit à dévorer ses propres enfants. On voit ce que ça veut dire sur le plan symbolique, c'est-à-dire combien, quand on est dans un rapport de puissance à la vie, on risque de perdre le meilleur de ce qu'on a pu produire ou pu faire. Et on perd sa souplesse, parce que Saturne, c'est bien l'image de la rigidité et non pas de la souplesse, évidemment. Mais tout ça est très très intéressant, et on va en parler avec vous, et notamment avec Caroline, qui je crois a bientôt 42 ans, c'est ça Caroline ? Oui, exactement. J'ai 42 ans dans 3 mois. Donc je me dis que je suis dans ma 42e année, finalement. Oui, absolument. Oui, c'est comme ça qu'on peut dire, oui. Et alors, est-ce que votre vie, vous avez l'impression que vous avez envie de changement ? Vous êtes... Ouais, j'ai l'impression que je mets tout en changement. C'est-à-dire que j'ai quitté mon compagnon, j'ai arrêté de fumer, je cherche une nouvelle voie professionnelle. Enfin, ça fait un peu beaucoup. Mais ce sont des choix que vous avez ressentis profondément et qui vous ont donc amené à prendre ces décisions ? Oui, disons que j'ai l'impression de plus me recentrer sur moi-même. Alors, est-ce que ça a à voir avec le cycle d'Uranus ? J'ai pas bien compris à quoi correspondaient du coup les cycles Uranus. Mais oui, c'est vraiment plus un recentrage sur moi et ce que je veux vraiment, quoi. Sur vos vrais désirs, et non plus ce que vos parents, votre éducation, la société vous avez amené à faire et à choisir. Voilà. Donc c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Mais ce qui est plutôt bon signe, si vous voulez, c'est surtout que vous avez senti peut-être consciemment ou non la chose venir et que vous avez anticipé. Parce que si vous n'aviez pas anticipé, ça se serait peut-être fait de façon brutale. C'est-à-dire que lorsqu'on est, par exemple, dans un rapport à la vie qui est un rapport de conformité à un certain nombre de choses qu'on nous a dit, qu'on nous a appris, qu'on pense qu'on devrait, qu'on pense qu'on aurait dû, etc., 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 et qu'on se réveille un jour brutalement, c'est vrai que la secousse, elle est brutale. Alors vous avez mis un grand chantier en route, puisque c'est sur tous les plans de votre vie, manifestement, que vous mettez en place du changement. Donc on est vraiment dans ce qui est ce deuxième défi uranien, ce milieu de la vie qui est le moment où les choix qui se font à ce moment-là, les questionnements, les grandes interrogations, c'est les moments où on s'interroge sur mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent, mais c'est pas ça ma vie, moi ce que je voudrais, ou mon désir profond, ça serait de vivre autre chose. C'est vraiment ce moment-là. Alors, vous posiez la question par rapport à Uranus, mais Uranus, c'est une symbolique, c'est un archétype fondamental qui représente en fait une espèce d'idée philosophique et symbolique qu'on connaît en médecine chinoise à travers l'idée de dire que le ciel ordonne et la terre exécute. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le ciel ordonne, la terre exécute ? Tout ce qui se passe sur l'univers terrestre est déterminé par ce qui se passe dans le ciel. Le jour et l'activité, la nuit, le sommeil, les saisons, les récoltes, tout ce qui se passe sur Terre est déterminé par ce qui se passe dans le ciel. Et Uranus, c'est la représentation symbolique de cette dimension céleste, c'est-à-dire donc d'une espèce de transcendance qui nous est propre, mais qui est censée être en fait le porte-parole de nos attentes de vie profondes, de nos pulsions fondamentales, des raisons pour lesquelles nous nous sommes incarnés. Et à partir du moment où nous avons un parcours de vie qui passe un peu à côté de ça, il y a effectivement des moments de soubresaut et des moments de secousse. Elle a jeté son sexe dans la mer. Du sexe qui est tombé dans la mer, c'est là qu'est né et qu'a émergé Vénus. C'est-à-dire, on voit combien la surfécondation du quotidien et du vivant, ce qu'on rencontre chez les hyperactifs et qui se traduit notamment par les phénomènes de burn-out, fait qu'à un moment donné, eh bien, la vie va nous enlever tout ce potentiel et toute cette puissance qui est celle que nous mettons en action dans la vie, et qu'il y a sans doute une nécessité à passer à autre chose pour que l'on puisse naître à autre chose, naître à un autre soi-même, donc constituer une autre identité personnelle, sociale, familiale, etc.
C'est très intéressant, toutes ces symboliques. Et c'est assez dingue, je me retrouve un peu dans ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que ma 42e année, là, qui va se finir quand j'aurai vraiment 42 ans, là, dans 3 mois, j'ai eu l'impression, moi qui suis aussi très dynamique, multipotentielle, etc., un peu comme vous décriviez Uranus, pour la première fois de ma vie, d'arriver à me poser et à me recentrer. Enfin, oui, vraiment, c'est ça que je ressens. Et à prendre les choses plus une par une. Alors oui, je suis dans des grands changements, mais ça a toujours été, mais plus recentré sur moi-même. Ouais. Calme. Oui, et peut-être avec une cyclique dynamique moins externe, mais un peu plus de calme intérieur et donc de tranquillité sur le projet. Oui. Et donc vous avez, si je puis dire, anticipé de manière, ce qui fait que la vie normalement ne devrait pas vous secouer trop fort. Bah, tant mieux, j'espère. Mais vous avez sans doute eu des petits clins d'œil et des signaux qui vous ont appelé à ça, non ? Oui, oui, ça a été. Je trouve que c'est toute cette dernière année. Donc, vous dites en avance. Moi, j'ai pas l'impression. C'est-à-dire que quand on a 1 an, on a déjà une première année d'établi. Là, la 42e année, c'est celle que je suis en train de vivre, quoi. Oui. Quand j'aurai 42 ans, elle sera finie et révolue. Donc, oui, toute cette année, là, j'ai eu des signes. Voilà, je me suis vraiment réattachée à ce que moi je voulais vraiment. Oui, mais vous avez certainement eu peut-être un petit événement qui vous a fait ressentir quelque chose, qui vous avait fait. Par exemple, vous dites que vous avez arrêté de fumer. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a fait prendre conscience que s'il était temps d'arrêter de fumer parce que vous aviez du mal à respirer vous voyez, en fait, j'ai des problèmes de santé osseux, etc., mais qui font que j'ai pris conscience. Mais ça fait 5 ans qu'on me le dit, mais que l'arrêt du tabac, pas seulement pour ça serait quand même bien. Donc je me suis dit, voilà. J'ai aussi mon papa, c'était l'anniversaire de la mort de mon père en octobre, et ça faisait écho à ça parce qu'il est mort d'un cancer du poumon. Le compagnon aussi, j'ai arrêté cette relation que je sentais de plus en plus toxique, en tout cas qui ne me poussait pas du tout vers l'avant et qui me retenait dans mes vieux démons. Et oui, voilà, il y a eu un sursaut tout doucement tout au long de l'année, ouais. Mais c'est ça qu'il faut que ceux qui nous écoutent comprennent bien, c'est qu'on a des petits signaux qui sont pas très graves et puis on dit c'est pas grave, on continue, on avance. Sauf que si on les entend vraiment pas, il peut y avoir un clash, quoi. C'est pour ça que c'est toujours important de. Alors ça veut pas dire qu'il faut regarder tout au microscope, hein, bien sûr. Non, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que c'est un petit peu comme quand on voyage sur une route. Il y a des moments donnés où on passe dans des secteurs où la route est un peu plus étroite, où il y a peut-être des ravins sur les côtés, où elle est un peu plus dégradée. On nous annonce un panneau où il faut plutôt ralentir, voilà, et si on ne ralentit pas, voilà. c'est là où... C'est une pure interpellation à un peu plus de vigilance. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de déterminant là-dedans. C'est pas un déterminisme de dire j'ai tel âge, il va m'arriver ça. Non, pas du tout. C'est en revanche quand j'arrive dans telle phase de vie, ou etc. Je prenais tout à l'heure l'exemple de l'école. Mais quand je vais arriver au moment où il y a un examen qui s'appelle le bac, si je me mets à réviser le bac 2 heures avant, ça va être problématique. Si en revanche j'intègre véritablement... On le donne à tout le monde maintenant. Oui, alors mauvais exemple. Mais si face à un examen je me mets à réviser au dernier moment, ça va pas le faire du tout. Alors que si je sais que dans tant de temps il y a une échéance qui s'appelle un examen, je vais me préparer, je vais réviser, je vais bosser mes trucs, je vais aller au bout, voilà. Donc je vais écouter éventuellement les signaux qu'il peut y avoir, et à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison que les choses se passent mal. Absolument. Merci Caroline, en tout cas, de ce premier témoignage. On fait une petite pause et on se retrouve pour le Love Conseil, les questions à ne jamais poser. Avec Michel Odoul, aujourd'hui, nous nous demandons comment interpréter le sens de nos épreuves pour en faire quelque chose de positif. Venez partager avec nous les grandes dates ou les épreuves de votre existence. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil.
Eh bien, Michel Odoul, il y a des questions qu'il vaut parfois mieux ne pas poser. C'est le propos de ce Love Conseil. Et pourtant, elles nous démangent. Mais on ne devrait jamais poser ces questions à notre partenaire ou même peut-être à un très très bon ami. Donc, je vous propose 5 questions à rayer définitivement de votre communication. Première question à ne pas poser, à quoi tu penses? Parce que si l'autre s'est évadé dans son jardin secret, c'est justement que c'est un secret. Et lui poser la question, de toute façon, c'est qu'il n'a pas envie de vous parler. S'il avait envie de vous parler de ce à quoi il pense, il vous parlerait. S'il est un petit peu dans ses réflexions, c'est qu'il n'a pas envie d'être questionné sur ce à quoi il pense. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des moments où on n'a pas... Oui, sauf si dans la brillance de l'œil, on lit une fantasmagorie qui peut mériter d'être évoquée. Oui, enfin bon. Non, mais je plaisante. On est d'accord. Deuxième question, est-ce que tu m'aimes ou est-ce que je te plais? Bref, la réponse, obligatoirement, elle doit être affirmative. Donc c'est un piège que ressent l'autre, qui, s'il est gentil, va nous répondre « mais oui, je t'aime ». Sinon, il va y avoir un grand silence et ça va être très, très désagréable. Troisième question, est-ce que tu m'as déjà trompé? Bon, là je crois que c'est pas la peine de faire des commentaires, hein. On est d'accord. Et dernière question, pardon, est-ce que tu la trouves mieux que moi? Alors ça c'est pareil, hein. C'est une phrase qu'on a parfois envie de prononcer lors d'une soirée quand on voit que notre partenaire regarde particulièrement quelqu'un d'autre, mais c'est pas la peine de se faire du mal, c'est pas la peine. Voilà. Et puis dernière question inutile, qu'est-ce que tu ferais si je mourais? Vous savez, il y a cette question de parler de la mort, c'est de sa mort, hein, c'est vouloir imposer à l'autre, c'est finalement à vouloir avoir de l'emprise sur les choses qui nous dépassent. Est-ce qu'on pourrait répondre franchement à cette question? C'est ridicule. Il y a une façon de répondre à cette question. Ah oui? Ah oui. C'est si l'un de nous deux venait à mourir, je serais inconsolable. Oui, c'est la fameuse si l'un de nous deux venait à mourir, je la connaissais avec j'irais vivre à Paris. Voilà, c'est exactement. Bon, bref, en fait, ne posez jamais les questions que vous n'aimeriez pas qu'on vous pose, quoi. Mais c'est bien de temps en temps de rappeler une petite piqûre de rappel comme ça. Oui, parce que ces questions-là sont des questions qui sont toutes des questions qui vont aller chatouiller le jardin intérieur, et le jardin intérieur est quelque chose qui a besoin de rester secret. Évidemment. Alors Ingrid, vous aussi, vous voulez parler de vos 42 ans? Bonjour. Oui, bonjour à tous les deux. Merci de me recevoir. Bonjour. Donc en fait, moi, ce que vous évoquiez me parle réellement parce qu'en fait, je suis rentrée à la banque, j'avais 22 ans et j'ai fait une carrière jusqu'à 22 et demi, 23 ans et je suis partie de la banque, j'avais 42 ans. 2 ans avant de partir de l'établissement bancaire, j'étais pas bien. Enfin, je commençais à broyer du noir. Je pensais que ça pouvait être lié à mon couple, à mon vécu familial, tout ça. Bon, certainement, une partie. Et j'ai pris la décision à 42 ans donc de quitter l'établissement bancaire pour, j'ai toujours dit ça, je sais pas pourquoi, enfin maintenant si je commence à comprendre, mais retrouver ma liberté en fait. Parce que l'établissement bancaire m'avait permis d'avoir un cadre, un logement, une rémunération, ils m'ont formé, j'ai appris plein de choses, on m'a bien formé, mais j'ai eu une envie de liberté, de reprendre ma liberté en fait, et ça s'est passé à 42 ans. Suite à ça, donc je suis devenue indépendante, d'accord, mais du coup dans tous les sens du terme, puisqu'en fait moi j'avais encore plus associé ça à presque la majorité. J'étais restée entre 18 et 20 ans au sein d'un établissement bancaire, donc je me suis dit bon ben voilà, c'est le moment ou jamais, c'est maintenant. Donc quand voilà, j'ai associé ça à ceci, et c'est vrai qu'après j'allais beaucoup mieux parce que je prenais mes propres décisions, je faisais mes choix. Alors certes, je gagnais moins bien ma vie, il y avait d'autres paramètres qui étaient moins sécurisants, mais vous avez choisi d'être plus libre. Vous aviez donc, on l'entend bien, hein, une sensation comme ça un petit peu avant vos 42 ans, qu'il fallait faire bouger quelque chose. Oui, je me sentais étouffée, je me sentais cloisonnée, enfermée dans quelque chose. Je pensais que c'était lié à mon couple, à mon histoire familiale, mais
Mais en fait, je l'associe vraiment maintenant. C'était vraiment l'aspect travail chez moi. Et là encore, Michel Odoul, on voit que Ingrid a su écouter ses ressentis. Et donc a agi, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de drame. Enfin, ça s'est passé tout seul. Il y a une chose intéressante dans ce qui est dit dans ce témoignage. D'abord, c'est effectivement le fait de se dire « mais je pensais que c'était mon couple alors qu'en fait c'était ceci ou cela ». Il faut bien comprendre que lorsqu'on est dans une phase de vie, et en plus si elle est associée à un cycle important, que la réflexion qu'on va poser va nous permettre d'identifier plus précisément la causalité, parce que sinon le risque c'est qu'on rende responsable quelque chose, qu'on bouleverse, qu'on fasse voler en éclats cet existant-là, alors que ce n'est pas de lui dont il s'agit. Donc il y a vraiment effectivement, tout en ayant ce ressenti important de la nécessité à changer quelque chose, de réfléchir à qu'est-ce qui a changé. Ne pas agir trop vite en fait. Voilà, et c'est souvent l'erreur qu'on fait. On sent et puis c'est tellement facile tout de suite de mettre la faute sur l'autre. Absolument. Oui, et c'est aussi, complètement d'accord avec vous, et c'est aussi très compliqué quand on est dans la situation de vraiment trouver la cause de son mal-être en fait. C'est ça vraiment un sujet. Enfin, pour moi, ça a été ça, mais il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y a quelque chose, c'était chez moi en fait, qu'il fallait que je change quelque chose et pas. Alors vous avez raison, mais la première clé, c'est en effet d'écouter son ressenti, ce que vous avez su faire, et puis ensuite de prendre un peu le temps de décoder tout ça. Et comment on peut décoder tout ça? C'est pourquoi pas en écrivant son journal ou en parlant à des gens à qui on peut parler, qui vont nous écouter. Et c'est en parlant à des gens qui savent nous écouter, alors évidemment il y a le thérapeute, mais on peut avoir des amis qui savent nous écouter, que tout d'un coup il y a des choses qui vont nous sentir, qui vont sembler justes dans ce qu'on dit, qui tout d'un coup vont nous apporter une sorte de paix intérieure, je crois, pour essayer. Oui, et puis il y a cette idée qui est l'idée de fond, c'est que souvent, parfois, nous sommes dans des phases de vie dans lesquelles nous ressentons un certain malaise, et la première réaction, c'est d'être dans le déni ou de chercher à anesthésier ça, de différentes manières. L'hyperactivité, la suractivité, l'alcool, les clopes, les médicaments, tout ce que vous voulez, etc. Donc ça, c'est effectivement, si on peut éviter ça et qu'on accepte déjà ce premier temps de ressenti, on va être capable à ce moment-là de commencer à s'interroger. Ce qui est assez étonnant dans la vie, c'est que quand on se pose la question par rapport à quelque chose de façon juste et honnête, simplement en se demandant mais qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui se passe, le hasard entre guillemets, ou ce que certains appelleraient des synchronicités, vont nous amener un certain nombre d'informations par des biais qui sont des biais parfois étonnants. Un ami qui nous parle d'un bouquin qu'il a lu, une émission de radio ou de télé, un film ou une lecture. Un acte manqué réussi, des rêves. Des cauchemars. Il y a plein de choses qui vont nous amener, des rencontres entre guillemets dites hasardeuses, à nous dire mais tiens, c'est peut-être par là ou c'est peut-être par là. Et que pour ça, effectivement, il y a besoin de cette réenluminure de la conscience, de cette réouverture de la conscience par rapport à notre propre vie, et surtout, une capacité à accepter la peur des réponses qui peuvent arriver. Parce que bien entendu que quand on décide ou qu'on ressent le besoin de mettre en place des changements fondamentaux, on a toujours tout un tas de mauvaises bonnes raisons. On a tout un tas de personnes autour de nous qui peuvent nous amener à retourner dans le moule et à retourner dans la boîte, alors que peut-être bien que c'est dans cette boîte et dans ce moule qu'on va finir de se pourrir tout doucement la vie. Et que... Mais vous avez 1000 fois, enfin je me permets, mais 1000 fois raison. Vous savez qu'avant de partir de la banque, je ne l'ai dit à personne, ni à ma mère, ni à personne en fait. Je l'avais simplement dit à mon mari. J'ai dit écoute, je quitte la banque. Parce qu'en fait, dans notre structure familiale, tout ça, le fait de rentrer dans un établissement bancaire, c'était waouh, un statut, tu gagnes bien ta vie, waouh, mais t'as un super poste, waouh, mais tu fais les horaires de travail, mais c'est génial. Et puis si t'es malade, t'es payé. Enfin, vous voyez tous ces schémas-là qui en fait faisaient qu'il y avait 1000 raisons que je ne parte pas en fait. Et j'ai réussi. Vous avez choisi la liberté à la place de la sécurité, Ingrid, parce que c'était votre la seule désir. chose sur laquelle il faut être prudent et vigilant, c'est que quand on est dans ces moments-là et qu'on découvre une piste qui nous semble être la bonne, le risque c'est de se précipiter, de faire tout voler en éclats. C'est-à-dire que mettre en place des changements dans sa vie ne signifie pas partir avec la fleur au canon.
Il faut vraiment l'inscrire comme étant un nouveau projet de vie. Absolument. Parce que c'est la condition sine qua non pour que les 42 autres années qui vont arriver derrière viennent nourrir la portée de ce projet. Voilà. Et qui conduit à la fin de ce cycle de 84 ans pour éventuellement, pourquoi pas, en redébuter un autre derrière. C'est-à-dire que on est vraiment dans un process qui est un process qui peut être pervers ou qui peut être au contraire vertueux, et que à partir du moment où on fait les choix qui conviennent dans le respect de l'existant et du vivant, pas dans le fait de dynamiter l'ancien qu'on rejette, mais dans le respect de l'existant, mais dans sa transformation, à partir de ce moment-là, la construction qui vient va devenir solide. Et puis, pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être se posent des questions, on peut faire une introspection sur les différents plans de vie. Hein. On peut faire ça sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan spirituel, et voir dans chaque plan ce qui nous convient bien et ce qui nous convient moins bien. Hein. On a quand même des moyens d'examiner plus profondément où est-ce que le ressenti n'est pas agréable. Ah oui, puis avec des méthodes simples. Vous parliez d'écrire tout à l'heure, Brigitte. Pourquoi pas effectivement prendre une feuille de papier et se dire, voilà, est-ce que dans ma vie de couple, j'ai des espaces, des moments plus ou moins importants ou intenses où je me sens bien? Est-ce que dans ma vie professionnelle, j'ai des moments plus ou moins là où je me sens bien? Est-ce que dans ma vie familiale, etc. C'est-à-dire commencer à lister un certain nombre de choses pour voir petit à petit que, même si la réponse n'arrive pas immédiatement ou qu'elle est un peu confuse, en fait, avec ça, on fait un ensemencement de notre inconscient. Et dans les jours qui suivent, la réponse, elle arrive. Exactement. Eh bien, merci Ingrid, en tout cas. Merci de votre témoignage. Et on continue, bien sûr, avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Hein. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Michel Odoul, que vous connaissez bien sûr. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et parfois, oui, on a un accident qui nous fait mal, mais parfois c'est parce que ça nous montre qu'il est peut-être temps de changer de quelque chose dans sa vie, et on remarque bien que ça nous arrive peut-être pas n'importe quand. Et dis-moi pourquoi ça m'arrive maintenant. C'était aussi l'un de vos livres sur les 12 travaux d'Hercule. Laurent, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Eh bien, on vous écoute. Vous avez envie de parler de quel âge particulièrement, Laurent? Donc j'ai 42 ans. Ah, intéressant. Voilà. J'ai eu 42 ans au mois d'août. Et là, actuellement, moi, ma vie est plutôt compliquée. Parce que je sors d'une relation où je ne sais pas encore où ça en est exactement. Et moi, et puis la vie professionnelle me plaît pas du tout. Donc en fait, j'ai écouté juste avant les personnes. Mais moi, peut-être que je me donne pas les moyens d'avancer. Parce que j'ai un problème aussi, c'est que j'ai perdu mon père ça fait 4 ans. Et par rapport à ça, j'ai du mal à avancer personnellement. D'accord, comme si vous aviez perdu votre guide, quoi. Ah oui, mon père, c'était tout. C'était mon père, mon confident, mon meilleur ami, c'était tout. Eh oui, mais il est temps que vous deveniez votre propre guide maintenant. Oui, mais peut-être que vu que je ne m'attendais pas, donc si vous voulez, il a eu une maladie. Donc après, on savait à peu près quand il partirait, mais voilà, ça a été dur parce que ça a été rapide. Donc puis j'ai pas vu encore mon deuil, donc j'ai du mal à avancer. Même si j'ai mes filles qui m'encouragent, mais je me donne pas les moyens. Je vis un peu dans le déni aussi. Donc ouais. Bah, vous êtes surtout un peu déprimé, Laurent. C'est ce qu'on entend, comme si depuis que votre père n'est plus là, la vie n'a plus la même saveur. Hein. Ah non, plus du tout. Je prends plus plaisir. Je prends plus plaisir à tout, quoi. À tout. Je baisse les bras complètement et je me dis heureusement que j'ai quand même mes filles pour m'aider, pour être là, mais j'arrive pas. Est-ce que vous pensez que si, là où il est, quelque part, il vous voit, ça lui fait plaisir de vous voir comme ça? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez qu'il attendrait de vous?
je me batte. Pour qui? Et pour moi, pour mes filles. Vous savez, 42 ans est une phase clé. Hein. Effectivement, c'est aussi, à travers ce cycle médian, c'est une manière, entre guillemets, de nécessité vitale et profonde de prise de décision par rapport à son champ de vie, c'est-à-dire devenir le père de sa propre vie. Ça suppose, la coupure du lien qui peut encore exister quelque part avec le père qui a été le nôtre à un moment donné. Et le père qui a été le nôtre à un moment donné, et ça c'était dans le processus symbolique aussi qu'on retrouve dans la mythologie bien entendu, parce que même Saturne qui était un père qui dévorait ses enfants, Saturne sur la fin de sa vie il est devenu pacifiant, et d'ailleurs ça a donné dans les fêtes romaines ce qu'on appelait les Saturnales, c'est-à-dire des fêtes où justement, eh bien, pendant toute la période de ces fêtes, les esclaves étaient libres, leurs propriétaires et leurs maîtres n'avaient plus d'ordre à leur donner, ils faisaient ce qu'ils voulaient de leur vie, et c'était une période de fête. C'est-à-dire qu'on est avec cette symbolique-là dans une phase clé qui est celle de la nécessité à la fois à couper le cordon ombilical et surtout à décider de sa propre vie, à décider de la prendre à pleine main. Et vous parliez de vos filles, mais bien sûr que ça sera très bien si vous faites ce qui convient pour vos filles, mais je pense que là les rôles sont inversés. Oui, parce que moi, je me fais pas plaisir, moi. Donc, mais Laurent, donc, on entend bien que vous aviez une relation très proche avec votre père. Est-ce que vous travailliez ensemble? Est-ce que, en quoi il était votre guide, Laurent? Dans tout, dans son rôle de père, dans son rôle de m'aider à avancer, à me dire des conseils, un confident, dans tout. Donc, oui, bien sûr, j'entends bien, mais vous habitiez encore ensemble, vous étiez proches? Non, quoi. Moi, j'ai vécu longtemps chez mes parents, mais on a toujours été proches. D'accord. Vous êtes parti à quel âge de chez vos parents? Au tard, vers 25 ans. 25 ans, d'accord. Enfin, ça va encore, c'est pas dramatique, mais et vous faisiez un métier en relation avec le sien? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc vous aviez quand même su prendre un peu de liberté et d'envol par rapport à votre père. Oui. Donc, il a toujours été là pour me conseiller, pour m'aider, pour n'importe quoi. Donc, oui, et est-ce qu'il vous a toujours bien conseillé? Visiblement pas tant que ça, puisque vous avez l'air d'être un peu perdu là. Donc si vous aviez vraiment reçu... oui, parce que qu'est-ce qu'on peut attendre d'un parent, que ce soit le père ou la mère d'ailleurs? C'est qu'il nous autonomise. Oui, sûrement. Bon. Et donc on devient autonome et on est ensuite capable de voler de ses propres ailes et de décider par soi-même. Donc voyez bien qu'il y a eu entre votre père et vous un peu d'emprise, c'est-à-dire que tout d'un coup il est plus là et vous êtes totalement perdu. Ça veut dire qu'il ne vous a pas suffisamment autonomisé. Donc il faudrait comprendre pourquoi vous n'êtes pas suffisamment autonome aujourd'hui, alors que normalement à 42 ans, on sait où on en est de sa vie. Sinon la vie va nous le rappeler. Hein. Oui, mais de toute façon, là, elle me le rappelle là actuellement. Hein, parce que je suis dans une relation où je ne sais pas où j'en suis. La personne, elle ne sait pas aussi où elle en est. Donc, est-ce que vous savez qui vous êtes? Je sais pas. Vraiment, je sais pas, oui. On peut se poser beaucoup de questions. Quel homme vous êtes, Laurent? Quel homme vous avez envie d'être? Parce que là, vous n'êtes que le fils d'un père qui est parti. Donc, voyez bien que vous pouvez pas tenir debout comme ça. Non, mais je l'entends, mais voilà. Après... comme je vous dis, peut-être que je me donne pas les moyens pour avancer, peut-être que... Non, mais ça, c'est une façon de parler de vous, Laurent, qui est une façon qui ne fait que renforcer l'idée que vous n'êtes rien, vous valez pas grand-chose et que vous ne teniez debout que parce que votre père était là. Mais ça, c'est un pan de vous-même qui a suffisamment eu voix au chapitre. Maintenant, le moment est venu de trancher profondément là-dessus. Et que si vous pensez que vous aimez votre père et que vous le respectez, il va falloir que vous le lâchiez, que vous le laissiez partir là où il a à partir. Ça fait déjà quelques années que vous le retenez et que vous l'empêchez de partir. Laissez-le aller là où il a à aller. Et à partir de ce moment-là, acceptez d'être seul face à vous-même. Parce que le seul risque que vous prenez à ce moment-là, c'est d'aller rencontrer quelqu'un que vous ignorez, mais qui est vous-même et qui peut avoir des choses intéressantes à faire. Il y a manifestement autour de vous plein de gens qui vous aiment. Et qui vous aiment peut-être apparemment un petit peu plus que le Laurent qui nous parle en ce moment a l'air de vous aimer.
Alors qu'au fond de vous-même, il y a quelqu'un d'autre. Et je pense que votre père, c'est celui-là qu'il avait identifié, en qui il faisait confiance. Et je pense, j'espère. Non, il ne faut pas espérer. Non, mais il faut pas espérer. Il faut y aller et il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque. Dites-vous bien que vos filles, elles seront fières d'un père qui, parce qu'il est avancé, peut-être est tombé, mais qui se relève. Pas de quelqu'un qui reste statique. Vous savez, la 42e année, c'est un juge de paix. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous demande là maintenant. Et vous le sentez bien. D'ailleurs, vous n'auriez pas appelé sinon. Vous le sentez bien. Alors, il y a ces espèces de résistance du vieux Laurent qui est là et qui a toujours la trouille et qui veut rester dans les, dans les jupons de papa. Mais, oui, c'est un peu ça, oui. Hein, mais celui-là, il faut lui dire que maintenant ça va, ça suffit. Vous êtes en train de faire une crise de croissance qui ne peut faire qu'une chose, c'est vous permettre de vous envoler au-dessus des nuages et enfin d'arriver à vivre votre vie. C'est le prétexte de votre père qui vous a empêché, mais qui vous a bien permis de ne pas oser vivre votre vie, Laurent. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'était plus facile de rester sous l'emprise du père que de prendre votre vie en main. Mais là, vous n'avez pas le choix, il est temps de prendre votre vie en main. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu brutal, mais après, j'ai eu la chance d'être en couple, donc j'ai pu, on va dire, me trouver une épaule. Mais là, vu que maintenant ma relation est, on va dire, en pause, c'est... Eh ben oui, tout s'en va, mais vous êtes encore là, donc à vous de tenir debout. Ben oui, puis que dans le couple, c'est pas l'épaule de l'autre obligatoirement qui est nécessaire, c'est peut-être la vôtre qui est nécessaire à l'autre. Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Bien sûr que si. Bien sûr que si, votre épaule elle est nécessaire pour vos filles, elle était nécessaire pour la personne qui était avec vous. Tout n'est peut-être pas perdu. Est-ce qu'elle est nécessaire aussi pour moi personnellement? Pardon? Peut-être. Parce que oui, mais dans ce cas, c'est que je me trouve pas non plus. Vous vous êtes cherché un peu. Il faut vous faire aider peut-être aussi. Hein. Vous voyez, Laurent, si vous n'arrivez pas à vous trouver tout seul, ce que je peux tout à fait entendre, faites-vous aider parce que vous êtes. Excusez-moi, je vais être un peu brutale, mais je crois que si vous avez appelé, c'est peut-être parce que vous avez besoin qu'on vous secoue. Vous vous complaisez dans une sorte de critique de vous-même. Voilà, vous êtes quelqu'un de bien ou pas, Laurent? Je pense, oui. Bon, et ben alors, si vous êtes quelqu'un de bien, montrez-le, oui. Ouais. Et faites-vous aider, mais il n'y a pas de honte à se faire aider, parce que vous le faisiez déjà avec votre père, mais vous allez avoir en face quelqu'un qui ne sera pas un lien de chair, et qui sera quelqu'un qui va vous nommer un certain nombre de choses, mais qui va vous donner peut-être des outils. Non, mais j'ai commencé déjà, mais je vais continuer. Mais c'est vrai que moi, il faut agir comme Brigitte vient de me dire, il faut être assez un peu brutal pour me bouger, parce que sinon on va dire que je profite trop de ce calme. Donc... Ben oui, et c'est toujours pareil, vous savez, Laurent, c'est plus facile parfois de se reposer sur quelqu'un, de se poser en victime, que d'agir et d'oser risquer sa vie. Mais si on veut vraiment être heureux, accepter la peur. Si on veut vraiment être heureux, il faut oser. Il n'y a rien à faire. Hein. Mais disons qu'il n'y a pas trop le choix. Décidément. Peut-être que si. Je sais pas. Bon, écoutez, vous avez... Il y avait une publicité pour un organisme de jeu que je ne citerai pas et qui disait que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Oui. Écoutez, si vous avez envie de vivre, tentez votre chance, Laurent. Oui, de toute façon, j'ai rien à perdre, donc... Non seulement vous n'avez rien à perdre, mais vous avez tout à gagner de tenter votre chance. Tout à fait. Hein? Allez, on se relève, Laurent. Oui. Hein? Merci beaucoup, Brigitte. Je vous en prie. Merci à vous. On va continuer bien sûr dans cette deuxième heure à évoquer. Donc là, on entend bien aussi chez Laurent qu'il est temps, 42 ans, il est temps de devenir adulte. Il y a ça, et puis il y a du monde autour de lui, manifestement. Il a des filles qui ont besoin qu'il fasse cette transformation. Il faut qu'il sorte de la carapace ancienne. Et il est dans une phase de mue, alors ça fait mal.
Alors, on va vous proposer une petite devinette. Qu'est-ce qu'une vache folle, Michel Odoul? Vous avez le temps des infos pour éventuellement me donner une réponse. Oui, vous pouvez craindre le pire, il n'y a pas de doute. On verra ça après les infos. Comment interpréter le sens des épreuves que l'on vit et particulièrement à un moment donné de notre vie? On en parle aujourd'hui avec Michel Odoul. Venez participer à l'émission, appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous, fondateur de l'Institut français de Shiatsu. Alors, on vous connaît surtout pour « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Et aujourd'hui, on évoque plus particulièrement « Dis-moi pourquoi ça m'arrive maintenant », hein, parce que en effet, on l'a vu déjà dans la première heure, il y a des cycles, il y a des phases de vie plus importantes que d'autres, comme si on passait des paliers, hein, on pourrait étapes, c'est ça. Et puis c'est un palier qu'on passe. Alors il y a des paliers qu'on réussit bien, et puis il y a des paliers qu'on réussit pas très bien. Et en général, la vie va nous le rappeler, hein, de manière un peu plus comme à l'école, quand on a raté l'examen, on redouble. Exactement. Et plus on redouble, et plus on a raté l'examen, plus ça peut faire mal. Eh bien oui. Et puis et moins on a préparé cet examen, et plus effectivement la sanction peut être parfois lourde. Et il faut bien comprendre que dans tout ce propos-là, à nouveau, il n'y a rien de prédictif ou de déterminant. Il y a juste le fait de se dire, il y a des moments, il y a des phases où j'ai un certain nombre de choses à faire. Il y a des époques encore, il fallait à une certaine époque de l'année, qu'on fasse sa déclaration d'impôt. Il y a des moments donnés où il faut qu'on renouvelle ses polices d'assurance. On a régulièrement des phases et des cycles, des rappels et des espèces de ce qu'on appelle anniversaires, qui sont effectivement extrêmement marquants. Ce qui est aussi troublant dans les périodes et dans les phases comme ça, c'est que ces périodes et ces phases de vie, et donc ces grands cycles qu'on évoque, on va les retrouver à travers les grandes symboliques mythologiques dont je parlais tout à l'heure, ou on va les retrouver à travers ce que j'appelle les mythologies personnelles et familiales, c'est-à-dire qu'on va retrouver des anniversaires qui sont liés à des âges précis concernant des membres de la famille. Et il peut y avoir effectivement des déclenchements, des accidents, des malaises, des mal-être, etc., qui rentrent en résonance aussi avec des phases de vie qui sont en lien avec la date de la séparation des parents, de la perte d'un frère ou d'une sœur, de la perte d'un parent, etc., etc. Et que cette notion de l'anniversaire, elle n'est pas du tout quelque chose qui nous est totalement extérieur, mais c'est, on va dire, une espèce de résonance avec le cadencement d'une horloge en interne. Mais il y a une chose que j'ai remarquée depuis que j'écoute les témoignages et qui, moi, m'a toujours frappé, c'est le nombre de fois où, alors que c'est pas statistiquement du tout normal, où un parent meurt au moment de la naissance d'un enfant, c'est-à-dire que la femme met au monde un enfant et en même temps perd son père ou sa mère. Ça, c'est quand même très fréquent par rapport au nombre, enfin, je veux dire, statistiquement, ce n'est absolument pas normal, quoi. Et c'est très troublant. C'est très troublant, évidemment très troublant et très difficile à traverser. Hein. Voilà. Et c'est là où justement il y a peut-être un propos, on va dire philosophique de la vie, qui nous dit mais porte ton attention, ton affection et ta présence sur la vie qui démarre, pas sur celle qui se termine. Bien sûr. Et il faut comprendre que ça rentre en résonance avec un phénomène qui est interne au corps, qui est le phénomène de la mort cellulaire. C'est-à-dire que le processus de vie peut exister, se développer parce que des cellules en nous acceptent de mourir et de laisser de la place. Et que lorsque dans une structure familiale ou etc., un ascendant, parce que ça c'est le rythme normal de la vie, quand le décès ou la perte est celle d'un enfant ou d'un conjoint, ça c'est autre chose. Évidemment. Mais voilà, hein, quand c'est un ascendant, on est dans un processus de vie, et qui est un processus de vie qui appelle à aller regarder vers ce qui est le vivant. Alors est-ce que vous avez réfléchi, c'est quoi une vache folle ? Pas du tout. Hein. C'est un taureau en string. Tout simplement. Bah oui, c'est un taureau en string, c'est une vache folle, hein, bien sûr. Bon, allez, Florence est avec nous. Bonjour Florence. Oui, bonjour Brigitte. Vous m'entendez ? Très bien Florence. Allô, oui, bonjour. Et bonjour à votre invité Michel Odoul que j'ai beaucoup lu et qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Donc moi je voulais parler d'une date. Alors une date anniversaire pour moi c'est 45 ans. J'ai 62 ans.
62 ans aujourd'hui, oui. Et donc vous aviez 45 ans quand il vous arrivait quelque chose, c'est ça? En fait, 45 ans, j'ai démarré, j'ai passé le concours d'infirmière. Alors je vous entends en double, je comprends pas. Ben nous, on vous entend pas très bien non plus. On vous entend pas très bien. Je sais pas pourquoi. Je regarde parce qu'en fait, je suis sur le. Vous avez un haut-parleur ou pas, non? Oui, j'ai un haut-parleur, mais c'est quand j'ai eu le téléphone, quand il a sonné, en fait, ça c'est. Je n'ai pas entendu tout de suite, donc c'est comme s'il y a. Enlevez le haut-parleur, ça ira mieux. Vous nous entendrez mieux et on vous entendra aussi beaucoup mieux. Voilà. Très bien. C'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est mieux. Oui. Bon. Voilà, c'est ça. Je rappelle, en effet, que quand vous nous appelez, enlevez le haut-parleur parce que sinon ça fait résonance et écho et on n'a pas toute la bonne qualité que j'aime avoir avec vous. Allez-y, Florence. Donc, quand vous aviez 45 ans, oui, vous avez passé votre... Voilà, j'ai passé le concours d'infirmière que j'ai eu. J'ai démarré... en fait, non, j'avais 43 ans, puisque c'est 2 ans après. 43 ans. On est plus près de 42. Oui, parce qu'en fait, donc j'étais sur le point de terminer ma 2e année de formation, c'était en 3 ans, et là je suis tombée, on m'a annoncé un diagnostic de sclérose en plaques. Donc là, ça a été un coup de tonnerre dans le ciel de ma vie que je croyais serein. Bien sûr, oui. Et donc j'ai demandé une année de report d'études pour me soigner, pour comprendre un petit peu ce qui m'arrivait. Et ensuite j'ai repris les études. Et là, coup de semonce à nouveau avec deux fortes poussées qui m'ont maintenue, enfin qui m'ont clouée au lit pendant 2 mois. Et donc là, arrêt de mes études définitives. Et en fait, ce qui a été dramatique pour moi, c'est plutôt l'arrêt des études plutôt que la maladie. C'est-à-dire que à 42 ans, quand j'ai passé ce concours, je mettais en place quelque chose pour moi, ce que je n'avais pas fait depuis des années. C'est-à-dire, je m'occupais de moi. Les enfants avaient grandi, donc j'avais du temps pour moi. Et je dis maintenant, ça y est, tu vas pouvoir faire ce que tu veux faire depuis toujours, parce que j'avais passé moi le concours d'infirmière à 18 ans. En fait, et à l'époque, j'étais aussi en PCEM1, en première année de médecine. Et le choix que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour moi, c'est-à-dire que j'avais une matière qui se déroulait en même temps, c'est-à-dire l'oral d'infirmière s'était très bien passé, mais l'écrit se passait en même temps qu'une de mes matières de PCEM1. Et là, je dis, Catherine, tu fais quoi? Donc mon choix, si je l'avais fait pour moi, je serais allée passer l'écrit d'infirmière. Sauf que ce choix, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour mes parents. Bon, toute l'histoire, elle vient de là. Et donc à 45 ans, etc., etc. Et la maladie. Et là, je me suis dit, je n'ai pas compris pourquoi la maladie, parce que à un moment de ma vie où je m'occupais de moi, où je mettais quelque chose en place pour moi. Bon. Sauf une chose, donc, si je puis... J'ai lu beaucoup et j'ai lu Monsieur Michel Odoul, j'ai lu parce que j'avais besoin de donner du sens. Non mais ça c'est très bien de lire Michel Odoul, mais je voudrais juste vous poser une question de base. Vous pensez que quand vous passez un diplôme d'infirmière, c'est pour vous occuper de vous? Oui. Parce que s'il y a quelqu'un qui s'occupe bien des autres, c'est l'infirmière, il me semble, Florence. Tout à fait. Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est ce que je voulais faire. Oui, c'est effectivement m'occuper des autres, et peut-être qu'à travers m'occuper des autres, c'est aussi m'occuper de moi. En fait, c'est comme ça que je voyais les choses. Il faudra que vous m'expliquiez comment. Je suis d'accord. Mais de toute façon, ça ne s'est passé. Donc, ben oui, parce que votre corps vous a mis un stop. Exactement. Mon corps m'a mis un stop. Et j'ai compris pourquoi, parce qu'après j'ai fait un reset de tout ça. Et donc j'ai beaucoup aussi, il y a le docteur Olivier Soulier qui m'a beaucoup aidé parce que je l'ai vu, il a fait un colloque justement sur la sclérose en plaques et donc là ça m'a révélé beaucoup de choses. J'ai fait une thérapie aussi par rapport à ça, mais cette sclérose en plaques n'est pas arrivée par hasard parce que j'ai dans mon enfance subi des violences sexuelles. Donc il y a eu aussi tout ce parcours qui m'a amené à ça. Et je pense que cette sclérose en plaques est là
est arrivé dans ma vie pour me faire comprendre des choses et pour transformer des choses en moi pour aller vers une libération de ce passé. Parce que moi, j'étais une petite fille, en fait, qui était, vous savez, j'étais au service de mes parents, en fait. Une vie des services de mes parents, après aux autres, dans l'oubli de moi. Donc, j'étais dans le « il faut », « je dois faire ci », etc., etc. Oui, et dans la loyauté familiale. Et... Mais justement, si vous voulez, alors, à la fois, déjà, j'ai l'impression que c'est surtout votre tête qui nous parle, et qu'il y aurait peut-être besoin que ce soit quelque chose d'un petit peu plus bas qui s'appelle le cœur, qui entende véritablement ce que vous êtes en train de dire. Je crois que vous parlez de quelque chose qui est extrêmement douloureux et profond pour vous, parce que cette expérience de vie, elle vous a conduit effectivement à aller à la rencontre du fait que peut-être bien que ce choix que vous pensiez être le vôtre ne l'était pas. Et vous êtes en train de le nommer très clairement et très précisément. C'est-à-dire que peut-être que dans l'image de votre projet de vie, vous avez cru pendant très longtemps et peut-être trop longtemps que votre projet c'était de vous occuper des autres alors qu'il y avait un véritable besoin profond et qu'il y avait une petite fille au fond de vous qui avait besoin d'autre chose. Je voudrais juste par contre préciser et revenir sur les choses. En tout cas, ce qui est la précision du discours, je ne connais pas le travail de ce monsieur dont vous parliez tout à l'heure. Ce que je voudrais préciser quand même, c'est que quand il y a une maladie qui apparaît dans le corps et tout, c'est pas quelque chose d'extérieur, etc. C'est à un moment donné, dans notre structure profonde, quelque chose qui ouvre la porte à ce qu'une pathologie vienne nous dire quelque chose. Mais il n'y a rien qui nous est extérieur. C'est-à-dire, cette sclérose en plaques, elle a trouvé sa place effectivement parce qu'il y avait un terrain sur lequel favorable et dans lequel le signal de fond, c'était étant donné que là, tu es en train d'aller dans le mur, etc., une partie des moyens, parce que la sclérose en plaques, ça enlève à la fois le potentiel d'action et ça enlève à la fois le potentiel sensoriel. C'est-à-dire que je suis dans une phase de vie dans laquelle il faudrait que j'arrête d'agir, mais en même temps, cette phase de vie me fait tellement mal qu'il faut que j'arrête de ressentir. Et effectivement, je pense que dans les réflexions et les recherches qui sont les vôtres, vous avez rectifié le tir. Et qu'aujourd'hui, vous arrivez, donc vous êtes à 62, va arriver donc le cycle de 63, là, le troisième défi uranien, et que celui-ci, manifestement, il va vous ouvrir des portes favorables parce que vous avez tiré des leçons et vous avez compris et vous avez intégré les choses. C'est en tout cas tout ce qu'on peut vous souhaiter, Florence, et merci de ce témoignage. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et on essaye de comprendre comment on peut passer les différents cycles de notre vie. Et nous avons Agnès qui est avec nous. Bonjour Agnès, merci de prendre la parole. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, allez-y, on vous écoute. Alors moi, je suis un peu perdue dans ma vie et ces bouleversements, j'ai l'impression de ne pas vraiment avoir réussi à tirer de conclusion de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, hormis peut-être le fait que je reste dans une dépendance d'enfant peut-être, voilà. J'ai 51 ans, donc cette année. Et je pense que j'ai jamais vraiment eu une vision bien claire de ma vie. Je me suis laissée porter par les dictats de la société, mais surtout par mes peurs en fait, mes doutes, et puis maintenant des problèmes de santé assez invalidants et qui me permettent de rester dans une certaine dépendance, effectivement. Donc c'est un peu le travail que je fais depuis 1 an avec un thérapeute, à essayer de trouver le pourquoi de tout ça. Et c'est pas forcément très simple, j'avoue. Voilà. Alors, votre vie, vous êtes mariée, vous êtes mariée, vous avez eu des enfants, comment vous avez... Séparée. Oui. Je suis en phase de séparation. J'ai un enfant, effectivement. Voilà. Et effectivement, dans ma vie, par contre, il y a une occurrence du nombre 17. J'avais 2 fois 17 ans d'écart avec mon père. Enfin, c'est un nombre qui est venu assez récemment, donc j'ai pris conscience assez récemment. J'ai 17 ans d'écart avec
un ami, enfin mon nouvel ami, on va dire. Et puis à l'âge de 34 ans, j'ai moi-même eu une fausse couche, puis une séparation en fait, voilà. Et bon, après je n'en tire rien pour l'instant, c'est un peu flou tout ça. Oui, on l'entend bien, mais vous êtes séparés vous-même. Vous avez dit c'est de votre fait ou c'est lui qui est parti? C'est un peu les deux, hein. C'est une séparation qui s'est faite au fil du temps, depuis... ouais. J'ai l'impression comme ça, à vous écouter, que vous laissez un petit peu la vie vous emmener à droite, à gauche. Enfin, vous ne savez pas prendre réellement de décision. Vous faites en fonction de ce qui se passe, etc. C'est comme ça depuis toujours. Vous avez choisi un métier ou c'est un métier qui est venu à vous? Comment ça s'est passé sur le plan? Non, je pense effectivement que c'est un métier qui est venu à moi, ouais, effectivement. Donc, pour l'instant, j'arrive pas à forcer. Il faudrait que je retravaille. Non, mais vous avez quand même su nous dire quelque chose qui montre que vous prenez conscience de quelque chose. Vous nous avez parlé de vos peurs. On sait très bien que dans la vie, pour faire les bons choix, il faut oser. Et pour oser, il faut pas avoir peur. Oui, mais c'est ça. Peut-être quand même que... Au vu de ce que vous dites, etc., vous êtes peut-être plutôt dans une phase où, plutôt que d'aller chercher le pourquoi des choses, il vaut mieux essayer de tourner votre regard vers devant et aller travailler avec un thérapeute, le même ou un autre, plutôt qu'est-ce que vous pouvez faire de votre vie et du futur. Ça n'est pas dans l'état de crise ou dans l'état de souffrance qu'on est le mieux à même d'aller chercher la causalité première. Les réponses, elles arriveront quand vous serez mieux dans votre vie. Et pour être mieux dans votre vie, manifestement, effectivement, vous allez devoir déchirer quelques vieilles pelures et quelques vieilles peaux pour vous permettre de grandir. Quand on vous entend et quand on entend votre voix, c'est certainement pas la voix de quelqu'un qui a 51 ans. Et on voit bien qu'il y a quelque chose en vous qui s'est arrêté de grandir à un moment donné. Il s'est passé quoi dans votre vie vers 16-17 ans? Alors, je sais pas vraiment. Je sais que une de mes grand-mères est tombée enceinte à 17 ans. Voilà, il y a ce 17 ans qui revient toujours dans ma vie à moi. J'ai commencé à faire de l'anorexie, je crois, à 17 ans. Ouais. Voilà. À 17 ans. Voilà. Et donc là, on va commencer à arriver dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans tout ce qui était dans votre construction et dans votre histoire de construction. L'image de vous-même qui vous a été donnée par votre référence féminine qui est votre mère. Si je vous demandais de la définir en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien que ma mère était plutôt mon père et inversement. Voilà. Voilà la confusion des rôles qui fait qu'aujourd'hui encore vous n'êtes pas capable de sortir de cette confusion. Toujours très pertinent avec vous, ouais. Oui, c'est tout à fait ça. Et l'année qui vient de s'écouler a été marquée de grosses tensions avec elle et de grosses distensions également. Ouais. Oui. Oui. Vous avez 51 ans, il vous reste encore un petit cycle de 7 ans pour arriver à 57, 56, 57 ans, donc qui est 2 fois le cycle de Saturne, c'est-à-dire reconstruire l'image du père en vous. Et l'image du père en vous, c'est quoi? C'est d'abord l'image de l'autorité des décisions que vous allez prendre par rapport à votre vie et par rapport à vous-même. Vous avez besoin à nouveau de casser la coquille de l'œuf et de vous laisser émerger, de vous laisser grandir. En d'autres termes, Agnès, c'était compliqué de vous identifier à votre mère puisque c'était pas une femme au sens symbolique du terme, et donc vous êtes restée la petite fille tout en étant un peu anorexique pour pas avoir trop de forme féminine, et puis vous n'avez pas pu avoir le côté fort du père qui nous permet de prendre nos décisions. Alors c'est très symbolique ce que je vous dis, c'est juste pour que... Oui, mais l'anorexie parle précisément de quelque chose comme ça. Voilà, et donc ce qu'il faut que vous fassiez là, c'est de vous affirmer en tant que femme dans votre féminin et prendre les décisions dans la symbolique paternelle. Moi, ce que je vous conseille, Agnès, c'est de tout doucement réfléchir à ce que vous aimeriez dans votre vie, sur le plan affectif, sur le plan professionnel. Écrivez des rêves, et dans vos rêves, à un moment donné, une réalité pourra peut-être surgir.
Ouais, c'est vrai. Et quand vous dites m'affirmer, moi j'ai une phrase qui est venue, c'est oser faire des erreurs en fait. Ah donc, oui. Oui. Ouais. Surtout que, vous savez, Agnès, je sais de quoi je parle, on grandit parfois plus grâce à ses erreurs qu'à ses réussites. Oui, je pense effectivement. Oui. Et pour ça, vous avez besoin de vous réconcilier avec votre identité. Vous vous rendez compte quand on vous demande si vous avez des enfants, vous dites oui, un enfant, vous précisez pas si c'est un garçon ou une fille. Oui, si, j'ai une fille. Vous avez une fille ? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point elle a besoin de vous pour se constituer son image et son identité ? Oui, oui, je m'en rends compte en fait, effectivement. Mais je suis perdue malgré tout. Ben écoutez, on vous a donné des petits cailloux pour que vous retrouviez votre chemin. Merci en tout cas. Je vous en prie, Agnès, merci à vous. On va se retrouver pour le sexo conseil. On va parler de la douleur masculine. On parle toujours des douleurs féminines durant le rapport, mais ça arrive aussi aux hommes et on en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Donc Michel Odoul, on va parler des douleurs masculines durant le rapport. J'en ai fait un sexe au conseil un petit peu drôle quand même, parce que c'est vrai que c'est plus rare chez les hommes, c'est surtout les femmes qui peuvent avoir des douleurs durant le rapport. Mais c'est vrai que ça peut arriver à des hommes et ils sont d'autant plus inquiets qu'ils ne sont pas tellement habitués à ça. Souvent, ça peut être un petit problème de plomberie et donc là, il y a rien de grave. Alors je donne un petit exemple. Un jeune homme qui n'a pas fait l'amour depuis un mois, il peut ressentir une douleur lors du rapport parce que c'est en quelque sorte un embouteillage. Toutes les spermatozoïdes emmagasinés se bousculent à la sortie. Ça peut aussi être dû à des rapports trop fréquents et là, ça sera plutôt une irritation. Tout ça, c'est pas très grave. En revanche, des douleurs plus soutenues et qui sont comme ça à chaque rapport, sont à prendre en compte parce que ça peut être une infection. C'est plus souvent dû à une IST, bien sûr. Ça peut être la torsion d'un testicule, notamment après du sport ou une position trop acrobatique. Et puis, alors je parlerai même pas de la fracture du pénis parce que ça c'est quand même très très rare et c'est pas une vraie fracture, c'est le corps caverneux qui a été un peu abîmé parce que souvent à cause d'une position d'ailleurs justement acrobatique. Et puis il y a quand même aussi des douleurs psychologiques et dans ce cas-là, c'est une raison affective qui est à comprendre parce que là en l'occurrence il y a rien du tout de grave si ce n'est que quand même le pénis nous dit quelque chose qu'il vaut mieux entendre. Oui, et puis on peut rajouter à ça les prostatites, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une inflammation prostatique liée à une suractivité ou à quelque chose d'autre un peu plus problématique. Et puis il y a aussi quelque chose qui est souvent ignoré, mais qui peut être en fait la manifestation d'un début d'un pincement d'un nerf qui s'appelle le nerf crural. On connaît tous la sciatique dans la jambe, mais il faut savoir qu'il y a aussi un deuxième grand nerf qui s'appelle le nerf crural, et certaines cruralgies, le nerf crural a des ramifications qui passent au niveau ovarien ou testiculaire. Et il peut générer des douleurs, voire même éventuellement même des œdèmes, des gonflements de testicules d'un côté. Et l'homme est très paniqué par ça parce qu'il se dit qu'il a un cancer ou etc. Alors qu'en fait, aller faire une visite chez un ostéopathe qui va remettre en place les vertèbres lombaires, notamment la troisième vertèbre lombaire concernée, va libérer complètement cette prostatique et qui, effectivement, au moment des rapports, peut être quelque chose d'extrêmement gênant, même en dehors d'ailleurs. Bien sûr. Donc c'est pas mal de temps en temps de le rappeler. Katerina est avec nous, bonjour. 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 Bonjour Katerina. Donc vous voulez revenir sur le chiffre 7, je crois. Oui, voilà. Parce que moi, quand c'est dans ma 7e année, mon père a failli me tuer. C'est-à-dire que j'avais oublié de faire signer mon carnet de classe et je me suis relevée et j'ai apporté mon carnet de classe pour que mes parents le signent. Et mon père, dans un acte impulsif qu'il n'a pas du tout maîtrisé, il m'a attrapée par la tête et par les pieds et il m'a jetée par terre très violemment. Je m'en souviens comme si c'était hier et j'ai eu l'impression d'être sous l'eau. J'ai vu flou, j'ai dû commencer à m'évanouir en fait. Et là j'ai entendu la voix de mon père qui a fait il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait et il m'a rattrapé, il m'a amené à l'hôpital et donc j'ai été attachée à un lit pendant
pendant une période, je sais pas, 15 jours peut-être, je sais pas, je me souviens plus. Alors, c'est très intéressant ce que vous nous racontez, parce que là, on est vraiment dans le premier cycle de Saturne, hein, et le père qui a manqué de vous tuer. Qui dévore ses enfants, qui les tue et qui les engloutit, et qui, parce qu'il projette sur eux des attentes ou des craintes ou des peurs. Hein. C'est-à-dire que Saturne dévorait ses enfants pour pas qu'ils prennent sa place. Hein. Oui. Et est-ce qu'il y a oui, c'est une vraie synchronicité, et ça m'arrive souvent, et d'avoir des synchronicités comme ça, quand je vous ai entendu, ça m'a... Et ce qui est marrant, c'est que moi j'avais écrit un texte où je parlais de la mort de mon père, enfin une mort imaginée, hein, et je l'appelais Saturne. Ben bravo, ça veut dire que... C'était l'intuition. Ça veut dire que ça fonctionne bien chez vous, bravo. Oui, j'avais écrit Saturne a mangé ses enfants, pourquoi n'a-t-il pas violé ses fils? Parce que c'était pas sur le même registre, c'est-à-dire que il y avait dans le comportement saturnien aucune perversité d'aucun ordre, il y avait simplement une lutte absolue autour du besoin de puissance. Mais ça correspond vraiment à mon père, effectivement. Il était extrêmement autoritaire. C'est ça. Et il avait tout le monde sous sa coupe, comme ça. Mais il l'a pas fait, attention, il l'a pas fait volontairement. Moi je me souviens très bien. C'est bien de le défendre, mais vous n'êtes pas au tribunal, là. Non, mais Katharina, ok, il l'a fait par une pulsion, dans une pulsion qui n'était pas un acte réfléchi, mais c'est quand même une pulsion qui est insupportable et qui est inacceptable. Quoi que vous voyez. Je vous remercie beaucoup pour votre réaction, en tout cas, parce que ça prouve que vous avez de l'empathie, c'est très important. Attendez, c'est pas une question d'empathie, Katharina. On fait pas des enfants pour les massacrer. Non, je dis vous avez de l'empathie, pas lui, mais vous. Oui. C'est pour ça que je vous remercie. Je vous en prie. Merci, c'est gentil. Non, mais et puis c'est un traumatisme que vous allez traîner toute votre vie, même si vous l'avez certainement élaboré, et la manière dont vous parlez de ce que vous avez écrit laisse à prouver que vous avez su en faire quand même quelque chose. Mais c'est un traumatisme énorme d'être violenté comme ça par son père. Oui, je pense que je suis une grande traumatisée. Maintenant, j'en fais quelque chose, donc mais ce qui est marrant, c'est que quand même... Non, mais en fait, quand je dis qu'il l'a fait impulsivement, je cherche pas à l'excuser, en fait, hein, pas du tout. Enfin, j'ai pas l'impression, mais je cherche à comprendre. Et dans mon souvenir, il l'a fait sans... Mais ça n'excuse pas. Moi, j'ai haï mon père pendant très très longtemps. J'imaginais... Est-ce qu'il vous a demandé pardon à un moment donné ou pas? Moitié, justement parce que quand je parle du viol des enfants, une fois, parce que moi je suis partie à 18 ans et je ne voulais plus le revoir. Et il a quand même essayé de me revoir. À un moment donné, il me laissait des messages sur mon répondeur. Je ne répondais pas. Je voyais qu'il avait de la peine. Je voyais qu'il avait... Et une fois, je l'ai recontacté et puis j'ai discuté avec lui. Alors c'était très étrange parce que C'était très étrange, je ne le reconnaissais pas. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Et il m'a dit que parce que son père était... Alors, il n'a pas dit pédophile, il a dit pédéraste. Mais je pense que pour lui, ça voulait dire pédophile. En tout cas, mais bon, ça reste... Oui, c'est la même chose. Dans un certain sens, c'est le même mot. Oui, non mais... Pardon, allez-y, je vous en prie. Je lui ai demandé si lui avait été violé par son père, et il m'a dit oui, mais sans me donner de détails. Et bon, quand même, je vais pas demander de détails non plus, mais c'était très étrange, même son expression, j'arrivais pas à comprendre s'il disait la vérité ou s'il mentait, parce que je savais pas. Après, je sais que le grand-père avait une réputation terrible dans la famille, mais après je ne savais.
j'ai pas réussi à savoir si c'était fantasmé la réputation du grand-père, parce que j'ai eu une impression comme ça quand même, ou si c'était vrai. Ben, je peux pas savoir. Enfin voilà. Et quand mon père m'a parlé, il m'a dit ça quand j'étais adulte. Et moi, je sais que j'ai un ami, son frère fait des crises de violence terribles, parce qu'il a été victime. Il a été violé en France. Alors, si vous voulez, voilà. Katerina, oui, il est certain que lorsque on a des réactions comme ça très pulsionnelles, qui sont quand même inacceptables, souvent derrière il y a eu de la violence, c'est vrai. Et puis on peut quand même, là où on peut quand même donner un tout petit peu de bénéfice à votre père, c'est qu'il en a pris conscience tout de suite et qu'il vous a emmené à l'hôpital. Mais j'entends dans votre témoignage ce besoin de comprendre ce qui a pu se passer, hein, il me semble. Oui, qu'est-ce que vous pourriez dire, Michel Odoul, justement à Katerina sur ce qui s'est passé? Que la première des choses, c'est que il y a un circonstanciel dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cette espèce de pulsion est une pulsion qui a explosé à un moment clé, qui était un moment de la remise d'un carnet de notes où il y avait quelque chose qui était manquant dedans. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan symbolique? Ça veut dire que très certainement, consciemment ou non, chez votre père, c'était une espèce de projet essentiel pour lui, que vous soyez quelqu'un qui réussisse dans sa vie et dans ses études pour que vous soyez capable de faire face et de vous défendre. Ce qui veut dire au clair et au plus profond que la blessure sans doute qui existait chez lui était celle de n'avoir pas été quelqu'un qui avait pu faire ça parce qu'il avait été malmené dans l'axe de ce que vous êtes en train d'évoquer. Et qui avait donc sans doute chez lui une intention et une pulsion vitale à vous porter haut, mais que dans cette intention et dans cette impulsion, il y a eu une incapacité à maîtriser la peur de l'échec qui a été la sienne, du moins qui était le sien dans la manière avec laquelle l'événement s'est passé. Donc ça parle de lui, mais ça explique, ça n'excuse pas. En revanche, à travers ce geste-là, et comme le disait Brigitte, il a assumé derrière, c'est-à-dire qu'il est allé, il vous a amené à l'hôpital parce qu'il a pris un risque majeur quand même dans une société qui peut être une société comme la nôtre dans laquelle il y a quand même un certain nombre de règles qui sont là. Ça aurait pu très très mal se passer avec le corps médical si celui-ci avait porté les choses un peu plus loin en parlant de violence à enfants, etc. Donc il a assumé ça complètement. En même temps, il y a aussi la difficulté peut-être qu'il a eu à s'excuser et tout ça peut se comprendre à travers son parcours de vie. En revanche, dans ce qu'il y a derrière et dans le, entre guillemets, comment on va dire ça, signal ou bénéfice secondaire qu'on peut amener à ça, c'est une partie du travail que vous avez fait et c'est quelque chose peut-être qui est un projet qu'il faut continuer à porter, c'est qu'est-ce que je fais de ça ? C'est-à-dire qu'est-ce que ça va avoir amené dans ma vie, quel est le lien que j'ai aujourd'hui au masculin en général, comment je me comporte vis-à-vis de moi-même, quel est le champ du respect qui est le mien. Vous parliez d'une cyclique des 7 ans. Qu'est-ce que cette cyclique des 7 ans me ramène régulièrement à vivre et à revivre, qui me montre en fait quelle est la direction dans laquelle j'ai encore des choses à travailler. C'est-à-dire que dans ce qui s'est passé, il faut vraiment qu'au-delà de la reconstruction de vous-même, parce que là, c'est une blessure qui est une blessure de vie, celle que vous avez, c'est une épreuve de vie que vous avez vécue. Est-ce que vous avez des enfants ? Non. Non. Bah oui. J'ai jamais voulu avoir d'enfants. Bah, bien voilà. sûr. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui, si c'est encore quelque chose de faisable, où il peut y avoir une piste qui peut être une piste majeure, parce que votre expérience de vous, elle fait de vous quelqu'un qui sera capable de transmettre la vie autrement. Mais oui, je suis très triste, donc je transmets la vie, oui. Oui, mais Katerina, ça veut dire aussi il a semé en vous un désir de réussite formidable, voyez. Donc c'est ça aussi il faut que ça vous porte aussi vers cette confiance en vous et cette estime de vous-même pour aller haut. Oui, parce que c'est vrai que ce traumatisme que j'ai, comment dire, d'une certaine manière, j'en ai fait une identité et je ne sais pas comment dire,
Je l'accepte et peut-être d'une certaine manière j'en ai une certaine fierté, mais enfin même si c'est l'identité, oui, il faut pas que ce soit une cicatrice trop visible. C'est donc. Mais je voulais vous dire quand même qu'il ne s'est pas vraiment excusé. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Elle est là la difficulté. Et il a continué après. J'ai été tabassée jusqu'à l'âge de 18 ans. Ah oui, non, mais ça bien sûr. Il est issu de la violence. Oui, il était issu d'une lignée. Vous savez, il y a un certain nombre de films qui ont montré ça de manière particulièrement difficile et compliquée. Combien, quand on est dans une lignée, dans une transmission de ce rapport à l'autre, c'est quelque chose qui est difficile à dépasser. Et si on voulait revenir à cette symbolique des 7 ans et de la symbolique de Saturne effectivement dévorait ses enfants et les mangeait, eh bien à un moment donné, quelque chose a fait que Saturne a recraché les enfants qu'il avait avalés et digérés. Et bien de ces enfants, on est sorti un qui a été sauvé parce qu'il avait été enveloppé, enfin, etc. Il y a toute une histoire. Et que cet enfant qui est sorti de l'estomac de Saturne et qui a été recraché, eh bien c'est celui qui est devenu Jupiter. C'est-à-dire celui qui est devenu le représentant de la puissance incarnée sur Terre. Et que de l'expérience saturnienne qui est la vôtre, il faut que vous redeveniez votre Jupiter. C'est ce que je crois que vous êtes en train de faire. Et merci de ce témoignage parce qu'il est évidemment assez fort. Merci beaucoup, Caterina. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant. Demain, avec Hélène Vecchiali, psychanalyste, nous parlerons de l'entraide nécessaire dans le couple sans pour autant devenir le sauveur de son ou de sa partenaire. Vous souhaitez participer à l'émission? Appelez-nous 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Michel Odoul est avec nous. Il me semble que aujourd'hui, on a envoyé d'autres messages qui peut-être vous aident à comprendre où vous en êtes dans votre vie, quel chemin peut-être est-il temps de prendre. Moi, j'aime bien l'image du carrefour, Michel Odoul. On est souvent à des carrefours. On a plusieurs routes qu'on peut prendre et puis il y en a qui vont nous emmener à d'autres endroits et il faut pas continuer à tourner autour du carrefour pendant des années, mais parfois c'est pas plus mal de pas trop se précipiter et de ne pas prendre directement la première qui se présente. Voilà, mais à la limite, même si jamais malheureusement, quelles que soient les raisons, on la prend de façon un peu précipitée, on se rend compte plus ou moins vite qu'on s'est trompé de chemin. Faire demi-tour, retourner au carrefour pour prendre la bonne voie, c'est pas une erreur, c'est pas un échec, c'est un succès. Exactement. C'est parce qu'on a au moins vu la voie qu'il fallait pas prendre et on sait maintenant vers laquelle il faut aller. C'est-à-dire que, effectivement, cette notion de carrefour, elle est en permanence. Elle est en permanence sur le chemin de la vie. Karine est avec nous. Merci de prendre la parole, Karine. Bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Bonjour. Très content d'être en ligne avec vous. Moi, je vous appelle parce que depuis 1 an maintenant, je me trouve à pratiquement plus arriver à marcher. C'est un combat de tous les jours pour mettre un pied devant l'autre. Quand je me lève, par exemple la nuit, pour aller aux toilettes, exemple, je suis pliée en deux. Je suis obligée, j'ai la jambe gauche qui ne se tend plus. Tous les nerfs derrière sont tendus et mon pied me brûle. Donc c'est un combat pour aller ne serait-ce que jusqu'à la salle de bain. Mmh. Et la nuit, c'est la même chose. Je ne peux plus me coucher sur le dos ni sur le ventre. Je suis sur le côté en espérant que mon pied ne va pas me faire mal. Et pour travailler parce que je roule beaucoup en voiture, c'est le même problème. Pour descendre la voiture, je suis obligée de m'accrocher à la carrosserie avant d'arriver à pouvoir me redresser au bout de 5-10 minutes. Et vous avez quel âge, Karine, aujourd'hui? Alors, j'ai 55 ans. 55? Alors, par contre, Brigitte, j'ai fait tous les examens possibles, scanner, IRM, les examens sanguins, neurologie, et on trouve rien du tout? Rien. En fait, non. Même les examens sanguins disent que je suis une personne en excellente santé. J'ai même des anticorps en plus. Mais ça s'entend à votre voix, de toute façon. Mais alors, par contre, oui, Michel, ce que je comprends pas, c'est que si vous voulez, j'ai eu des épreuves dans la vie, comme beaucoup de monde. Moi, ça a toujours été un moteur pour avancer. C'est ce qui m'a permis de m'en sortir et d'aujourd'hui d'être bien. Et maintenant qu'aujourd'hui je suis bien, je vis ce problème-là. Ben oui, parce que peut-être que quelque chose au fond de vous pense que c'est pas votre destin d'être bien. Oh là là.
Vous pensez? Non. Moi, je sais pas. Je suis quelqu'un de positif. Je suis quelqu'un de positif. Moi, même quand je me ramasse, je me relève, je me dis que bon, encore une épreuve de plus. Vous êtes une lutteuse. Vous êtes une lutteuse. Exactement. C'est une évidence. Sauf que quand vous n'avez plus à lutter. Voilà. Moi, le conseil que je vous donne sur le plan biomécanique, c'est que très clairement, ce que vous décrivez, surtout si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de voitures et que c'est en partie aggravé par ça, moi, j'irai voir un ostéopathe. Vous avez manifestement une tension au niveau L4, L5, voire S1. C'est déjà ça, monsieur. Pardon? On a déjà fait infiltration et tout, ça ne marche pas. Non, je ne parle pas d'infiltration. L'ostéopathe m'a dit que mon corps s'était mis en mode sécurité. Oui, mais si vous avez cette manifestation, vous décrivez quand vous vous levez la nuit, que vous avez du mal à vous mettre droite. Oui. Il y a donc quelque chose qui a sans doute à voir avec la structure lombaire. Et qu'en plus, vous avez des douleurs, des démangeaisons ou des inflammations, ou etc. au niveau du pied, ça va pas parler de 150 choses. Ça va parler soit du nerf crural, soit du nerf sciatique. Et je pense qu'au niveau de la phase terminale de la colonne lombaire, au niveau de ce qu'on appelle la queue de cheval, etc., vous avez un pincement au niveau du nerf sciatique. Et que, on a fait les examens pour ça, Michel, et il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? C'est rien? Disons que non, pour moi c'est pas rien, mais eux, en scanner, ça veut dire ça veut dire que le petit pincement, il se voit pas. C'est peut-être pas visible, mais tout simplement, c'est pas visible. Voilà. Mais c'est quand même le symptôme, vous voyez. C'est ça. Mais c'est donc, tellement. Ou allez voir un praticien shiatsu, des gens. Allez voir des gens qui ont été formés dans mon institut. Vous allez voir que on va vous faire essayer de chercher quelqu'un qui a fait des protocoles particuliers sur le sciatique et la cruralgie, et puis on verra comment les choses vont se passer. C'est-à-dire, je pense que là, sur le plan de la mécanique, il y a une réponse qui existe à votre problème. Ça, c'est clair et net. En revanche, sur le plan du fond. Ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir quelqu'un qui dit que moi, je suis quelqu'un d'action, je n'abandonne ma chaîne, etc., etc. Mais quand tout va bien et que ça s'arrête et que j'ai plus à me battre, ça me fait mal. On a là vraiment la signature du fait que, sans doute, la conscience que vous avez de vous-même est quelque chose qui est articulé autour du fait que j'existe parce que je combats, je lutte, je fais ou j'agis. Parce que si vous voulez, depuis un moment, je disais au médecin quand j'allais le voir, j'ai l'impression que ma tête est devant et que mon corps court derrière. Et j'avais cette impression que moi je vais bien dans ma tête, mais c'est mon corps en fait qui va pas bien. On n'est pas harmonisés tous les deux. C'est l'inverse. Un décalage. C'est l'inverse, chère madame. C'est que votre corps, il vous dit qu'il faudra arrêter un peu. Voilà. Et peut-être qu'il faut prendre le temps un peu de vivre pour vous, dans votre corps, dans le plaisir du corps, et puis dans la tête. Il faut vérifier à nouveau les structures lombaires, décalage sacro-iliaque, et à l'intérieur de vous, dans ce qui vous concerne, il faut très profondément que vous permettiez à quelque chose qui est au fond de vous d'accepter et d'accueillir ce que la détente, la non-action et le non-agir peut vous permettre de découvrir, c'est-à-dire la douceur, la tendresse, l'accueil, l'acceptation, la non-maîtrise. Parce que j'ai vu aussi un psychomotricien et il s'est rendu compte que je relâchais aucun nerf en fait. J'arrive pas à me détendre. Aucun muscle se détend. On est d'accord. On est d'accord. Comme c'est curieux. Voilà. Comme c'est curieux. Et il y a des points qui existent en acupuncture ou en shiatsu, il y a des points du lâcher prise. Il y a un certain nombre de travail sur des techniques qui peuvent être faites pour vous aider à ça. Mais ça va vous aider sur le plan mécanique et structurel et sur le plan énergétique. Il y a un travail de fond à faire. Il y a mental aussi. Mental, c'est pas tout à fait le mot. Voilà, on y revient. Oui, puis surtout écoutez jusqu'au bout. Oui. Vous savez ce que vous allez faire ce soir avant de vous coucher? Vous allez vous regarder dans la glace de votre salle de bain et vous allez vous parler comme si vous parliez tendrement à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça va être facile, je pense. Oui. Oui. Plus vous me répondez vite, plus j'ai des doutes. Et puis vous ferez le même travail demain matin. D'accord. Il faut que vous réinstauriez quelque chose en vous qui a un besoin, mais vital, de se réexprimer à nouveau. C'est la voix du cœur. C'est pas la voix de la tête et la voix de l'agir. C'est toujours la même histoire, Michel Odoul. C'est que on est des êtres pensants et qu'est-ce qu'on pense, mais de temps en temps, c'est bien de ressentir. Mais oui, c'est ressentir et puis c'est de s'accueillir, mais comme on le ferait avec la meilleure des amies qu'on peut avoir. Et je ne cesse de le répéter, le corps ne ment jamais. Il ne sait pas mentir et donc il faut vraiment ressentir et écouter son corps.
Et puis ensuite, peut-être s'aider de sa tête pour comprendre ce que le corps nous dit, mais d'abord, écouter son corps. Et c'est la seule manière d'être dans sa vie à soi, et non pas dans la vie qu'on nous a plus ou moins montrée. Là où qu'on pense être la nôtre, etc. Absolument. Merci beaucoup Michel Odoul, et je vous invite évidemment à lire Michel Odoul, et puis à le lire avec votre cœur, peut-être un peu plus qu'avec votre tête. Merci. À bientôt, à la semaine prochaine. Vous revenez mardi d'ailleurs justement, et j'ai eu envie qu'on aborde toutes les articulations, vous savez, ce qui nous permet justement d'être souple. Les choses, voilà, je pense qu'on aura également beaucoup de choses à dire. Avec grand plaisir. Et demain, nous serons avec Hélène Vecchiali, et nous verrons à partir de quand il faut aider son partenaire, quelle est l'entraide dans le couple. Et puis tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.